et bienvenue sur ce 6e numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Comment allez-vous bien? Bien. Vous avez passé une bonne année? Vous avez passé une... J'ai passé... une bonne transition. Une bonne transition entre l'ancienne et la nouvelle. Et vous? Oui, pas trop mal du tout, merci beaucoup. Alors, on en profite pour souhaiter à tout le monde une bonne année. C'est la première fois qu'on enregistre en 2024, raison pour laquelle on n'a pas souhaité présenter nos vœux plus tôt. Avant, oui. Voilà, enfin on l'a fait par écrit sur YouTube. Eh bien, alors aujourd'hui, nous allons traiter quelques questions posées par une personne qui nous écoute. Dans les commentaires. Voilà, c'est ça, commentaires des vidéos, qui ont mis un peu de temps à être validées, avec toutes nos excuses. On va tâcher de faire ça, faire ça de manière plus rapide à partir de maintenant. Et donc, en fait, c'est un commentaire qui est issu de la première vidéo, la toute première, en fait, où on a fait état un petit peu de la présentation du projet. Alors, globalement, la personne nous dit ça, que nous saluons. Pour ma part, je m'intéresse au système financier actuel et je serais heureux d'en savoir plus sur celui qui le remplacera à l'avenir. Qu'adviendra-t-il, par exemple, des banques centrales? Deuxième question, aurons-nous une monnaie unique et comment sera l'euro ou le dollar? Troisième question, concernant les crypto-monnaies, Bitcoin par exemple, on sait que ce dernier est incensurable et qu'aucun État ne peut le contrôler. Aura-t-il une place dans le futur système? Et question subsidiaire, les podcasts seront-ils diffusés également sur Spotify? Alors les podcasts sont diffusés depuis le départ sur Spotify. On indiquera l'adresse en description de la vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Donc premièrement, est-ce qu'on a déjà traité la question financière? Je crois pas, non, on n'en a jamais parlé pour l'instant encore. Non, pas vraiment en profondeur. Bon, on peut le faire maintenant. Oui, on en parle quand même sur le site de l'Archimagistarium, ceci dit. Oui, effectivement. Mais en podcast, non. Alors pour la première question, qu'adviendra-t-il par exemple des banques centrales? Alors ça, c'est une grande question. C'est vrai que la banque centrale, ça n'en a pas l'air, on n'en entend jamais parler, mais c'est la plaie de l'humanité. Voilà, alors on salue tous les gens qui travaillent dans les banques centrales. Il y en a quand même qui sont pas vraiment au courant de... Ah non, ils sont là, quoi. Ah complètement, on est bien d'accord. Donc les banques centrales vont disparaître tout simplement. C'est un rouage absolument essentiel de la dette relative caractéristique du monde actuel. Donc évidemment, en tant que tel, ça va complètement disparaître. Oui, et puis ce sera beaucoup plus simple en termes d'organisation, qui plus est. Il y aura une seule banque, entre guillemets, ce sera plus vraiment une banque, mais ça joue ce rôle-là qui s'appelle l'Omnium de l'octroi, en l'occurrence. Oui, l'Omnium de l'octroi est, comme son nom l'indique, l'organisme qui va octroyer à tous ceux qui en ont besoin, en tout cas à titre financier, ce dont ils ont besoin. C'est extrêmement vaste. On en parle sur le site de l'Archimagistarium, il suffit d'y aller voir. Hein. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer un scoop. Enfin, un scoop, ce n'en est pas vraiment un, parce qu'il me semble que ça a été évoqué sur le site également. Mais de la raison pour laquelle existent les banques centrales. Parce qu'il faut savoir que les banquiers se sont acharnés pendant des siècles pour faire passer la légitimité de l'existence des banques centrales. Ce qu'on ne sait pas, et bien évidemment, ce n'est pas enseigné dans les écoles, ça. Hein. À titre d'exemple, on parle de la célèbre Fédérale Réserve aux États-Unis. Toutes les banques centrales, comme la Banque de France en France, la Banque du Maroc au Maroc, la Banque d'Israël en Israël, enfin toutes les banques centrales, voilà, on dit ce sont des organismes d'État. C'est un service public. En l'occurrence, ça fait office de service public, mais ce n'en est pas vraiment, puisque il y a des parts, comme pour une entreprise, des pourcentages réservés à des privés. Notamment dans toutes les banques centrales, ils ne sont pas les seuls, mais ce sont toujours les plus gros actionnaires. Alors qu'on peut parler d'actionnaires pour un organisme public, normalement d'État. Les plus gros actionnaires sont... Les Rothschild. Les Rothschild, nos chers amis les Rothschild, voilà. Alors, une banque centrale, je vous explique rapidement comment ça se passe. Hein. C'est son sujet préféré. Ah oui, quand il est lancé, on ne l'arrête plus. Non, mais c'est extraordinaire. Alors évidemment, c'est horriblement complotiste. C'est le comble du complotisme. Parce que même les complotistes trouvent que c'est complotiste d'en parler. Ça va loin.
Les banques centrales sont là pour, entre autres, pour établir les taux d'intérêt directeurs, etc. Enfin, c'est quand même complexe. Les taux d'intérêt qui font en sorte que la dette augmente perpétuellement. Mais en fait, elles sont là pour alimenter en argent les banques d'affaires et les banques mutuelles, là où vous avez votre compte. Mais les banques, quelle que soit leur santé financière, sont toujours prêtes à faire des prêts. Et il n'y a jamais de problème pour eux pour trouver de l'argent. Alors, où le trouvent-ils ? Eh bien, ils l'empruntent à la Banque centrale. Ils inscrivent au compte de leurs clients, auquel l'emprunt est consenti, la somme créée de toutes pièces, qu'il va falloir rembourser avec intérêt, évidemment. Et quand l'emprunt est remboursé, au fur et à mesure de son remboursement, les taux d'intérêt sont conservés par la banque et le principal, donc la somme empruntée, retourne à la Banque centrale pour destruction, à la seule différence près que, eh bien, quand cette somme est détruite, elle sort du circuit financier et de la masse monétaire globale. Et elle est créditée sur le compte, un compte particulier auquel n'a accès que la famille Rothschild. Donc, ils s'enrichissent avec le remboursement de tous les prêts du monde, du particulier, des entreprises et des États. Franchement, chapeau, il fallait le faire, il fallait y penser. Et c'est aussi pour ça qu'on ne les mentionne jamais dans les classements Forbes, par exemple. Ah ouais, les premières fortunes du monde, ben non, évidemment. En fait, les Rothschild ne sont pas riches, ils sont l'argent. Ouais. C'est puissant, hein, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Alors évidemment, les banques centrales vont disparaître et il ne restera que l'omnium de l'octroi, ou disons que tous les organismes bancaires qui vont être récupérés, on va dire changeront de bord quelque part, prendront l'enseigne omnium de l'octroi et leurs règles de fonctionnement seront complètement révisées sur base de ce que sera le système, entre guillemets, grand guillemets, système bancaire du monde d'après. Alors, aurons-nous une monnaie unique et comment sera l'euro ou le dollar ? Alors, une monnaie unique, oui, évidemment. Et... c'est pas du tout basé sur l'euro ni sur le dollar, c'est complètement hors catégorie pour le coup, c'est le sol. En l'occurrence, le nom de cette monnaie unique, ça fait un 7 sans barre surmonté d'une barre supérieure. C'est le symbole du sol. On essaiera de vous mettre une image sur le site de l'Archimagistérium présente, il me semble. Oui, effectivement. Il faut le trouver, parce que c'est dans c'est sympa de le mettre sur la vidéo, ceci dit. Ah on va le mettre sur la vidéo. Non, mais oui. Alors, attendez, on va faire un petit tour de passe-passe. Attention, 3, 2, 1... Et voilà, l'image apparaît. Voici le symbole du sol. Voilà. Alors, évidemment, l'euro va disparaître, le dollar va disparaître, et tous les autres vont disparaître aussi. Comme ça, avec une monnaie unique, ça permet d'éviter les fluctuations, tous les petits tours de passe-passe, encore je redis, que les gens font avec l'argent. Le but, c'est pas de faire de l'argent un but, justement. C'est simplement, c'est pratique, ça fait une monnaie d'échange, mais sans plus, quoi. Les gens auront leur vie complètement tournée sur autre chose que sur l'argent. Donc, une seule monnaie pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple. On peut fonder une économie sur l'argent. À la limite, c'est adéquat, parce qu'on parle d'économie. Ceci dit, l'économie, elle est aussi représentative d'une puissance de prospérité. Alors, prospérité financière, mais pas que. On parle de prospérité à partir du moment où quelque chose croît, se développe harmonieusement et prospère, quoi. Donc, demandez au roi du pain d'épices. Oui, je l'ai mis en tête, j'ai pas osé. Le pain d'épices, quel délice. Ça fait de la pub, c'est pas grave. Enfin bref, disons qu'à partir du moment où quelque chose prospère, on peut parler de prospérité. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, comme on dit. Là, l'argent, il en faut. Il y en aura, là, il en faudra. Et tout le reste de cette économie sera fondée sur l'épanouissement de l'être humain. Comme la nature s'épanouit autrement que si on l'arrose de billets, ça va pas bien loin. Même d'argent liquide, ça marche pas.
c'est vraiment le sujet sur lequel on vous entendra le plus. Ouais, ça peut être un peu bavard. J'ose pas intervenir, du coup je me dis que c'est vraiment bien lancé. Non mais enfin c'est vrai quoi. C'est pas une grande révélation, hein, tout le monde peut s'en apercevoir. L'argent ne fait pas le bonheur, à moins qu'on ait les moyens de cultiver le bonheur en faisant en sorte que on ait l'argent dont on a besoin parce que c'est indispensable, c'est facile, c'est pratique, c'est un moyen d'échange. On a ça, on veut autre chose, on fait l'échange. Au lieu d'échanger du café contre du sucre, eh bien on l'échange contre la monnaie. Mais j'ai dit changer du café contre du sucre, ça mènera pas bien loin. Ben non, effectivement. Ben oui, revenir au troc, c'est pas possible. Ça a été proposé, hein. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, ce serait peut-être une bonne idée finalement d'enrayer les problèmes causés par l'argent en revenant au troc. Mais non, évidemment, c'est pas faisable. Il y a toujours moyen de trafiquer, hein. Quand on prend la Deuxième Guerre mondiale, les gens faisaient du trafic, faisaient du troc à tout casser parce que l'argent dévaluait, etc. Bon ben, il y a toujours des gens qui arrivent à s'enrichir quelque part d'une certaine manière. Oui. Bon, après, le principe du troc, ça reste quand même assez commun. Les gens pourront continuer à s'échanger de la farine entre voisins ou ce genre de choses. Des services et tout ça, c'est pas un souci. C'est simplement le fait de baser le système économique sur autre chose que sur la confiance que les gens peuvent s'accorder les uns les autres. Pour l'instant, on en est encore au stade où l'humanité est l'escalier simplement, et la fiabilité c'est pas encore forcément toujours présent, et on comprend, à la limite c'est aussi une question de survie. On va pas se laisser marcher dessus tout le temps, et ça du coup on marche sur les autres pour pas se laisser marcher dessus, donc c'est un petit peu contraignant pour créer un système financier fiable sur simplement un principe du bon vouloir de chacun. Oui, évidemment. D'ailleurs, accorder sa confiance à l'argent, ce qui est le sens même du terme monnaie fiduciaire, à laquelle les gens accordent les mots sortent pas dans le bon ordre aujourd'hui, c'est terrible. Confiance. Cette confiance est relativement mal placée, puisqu'on peut avoir des revers de fortune dus au fameux marché d'échange et variations des différents marchés. Enfin voilà. Ensuite, dernière ou plus ou moins dernière question, concernant les crypto-monnaies comme le Bitcoin. D'ailleurs, en parlant du Bitcoin, en 2011, nous avons arrêté la valeur du sol sur la valeur du Bitcoin pour pouvoir avoir quand même une référence, et il me semble qu'un sol équivaut à 1,07 quelque chose Bitcoin, ou 7,3, enfin bref. C'est très proche, disons. Voilà, ouais. Bitcoin. Comme ça nous permet aussi d'avoir une idée de Bitcoin. Alors, la question dit, on sait que ce dernier est incensurable et qu'aucun État ne peut le contrôler. Alors, ce n'est pas faux, effectivement, puisqu'il est fondé sur la blockchain, mais ce n'est pas entièrement vrai non plus, parce que pour avoir accès au Bitcoin aujourd'hui, on est obligé de donner ses papiers, son identité, sa prise de sang, sa trace génétique. On est répertorié par l'État. À partir du moment où quiconque achète du Bitcoin, il est fiché par l'État du pays dans lequel il en acquiert. Enfin, c'est de la folie, quoi. Donc, ceci tempère un petit peu l'engouement qu'on a pu avoir au départ. Le système trouve toujours un moyen pour retomber sur ses pattes. Sauf maintenant, le système il n'y a plus qu'à lui donner une pitchnette et hop, il s'effondre. Enfin, ceci dit, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont sans avenir, parce que il n'y aura qu'un seul et unique système financier qui sera parfaitement fiable et qui échappera à toute forme de variabilité, encore une fois, d'où la nécessité qu'il y ait une monnaie unique. À la limite, il pourrait y avoir une monnaie alternative, mais il faudrait qu'il n'y ait aucune forme de variation. En fait, en définitive, ça ne servirait à rien. On n'aura pas besoin non plus. En revanche, la dématérialisation de la monnaie telle que l'est le Bitcoin aujourd'hui sera valable pour le sol. Il n'y aura a priori pas ni billets ni pièces, et chacun sera doté des systèmes électroniques parfaitement fiables, à même de pouvoir échanger de l'argent avec Pierre-Paul Jacques ou avec les commerçants ou ce que l'on veut. Enfin, oui, et de manière complètement transparente pour eux, ce sera gratuit au sens où les gens pourraient l'entendre maintenant. Il n'y a pas de contrepartie au fait de pouvoir se servir de son argent. Absolument, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où de l'argent est versé sur un compte, plus personne, ni même, entre guillemets, l'État, à quoi qu'il puisse ressembler, ne pourra venir vous en réclamer sous quelque prétexte que ce soit. Voilà.
quand même, hein, ça a changé la vie. Non, ce système économique est vraiment, vraiment intéressant. Il a un nom, ce système économique. Ah bah oui. Et c'est comment? C'est un secret? Non. Le système E42. C'est une économie issue du vide. Global Progress en parle très largement dans ces fichiers, dans ces dossiers, etc. Ils ont vraiment envie de pouvoir faire grandir ça parce que ils soutiennent les bonnes idées et apparemment nous en avons. Donc ils le font vraiment grandir et c'est très intéressant de lire ce qu'ils écrivent à ce sujet et de lire aussi la manière dont ils le comprennent. C'est ça, avec un petit peu de magie en plus. Disons qu'après ce sera beaucoup plus simplifié, mais aujourd'hui expliquer quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que les gens vivent, c'est parfois un petit peu rock'n'roll, donc bon, mais c'est très intéressant. On ne peut comprendre que ce que l'on connaît déjà, hein. On peut difficilement parler d'une chose qui est parfaitement inconnue, donc on est bien obligé d'employer les concepts et les mots connus des gens, et puis voilà. Oui. La présentation est bien faite, hein. Franchement, oui, c'est très intéressant. Si vous pouvez aller les soutenir, Global, GLOBAL, Progress, PROGRESS.world. Ouais, enfin voilà, globalprogress.world, franchement, n'hésitez pas, ils sont franchement au top. Oui, c'est très sympa. Eh bien, sur ces je voulais revenir sur... je sais qu'on... J'allais dire qu'il est temps de nous quitter, mais non. Non, on ne se quitte pas. Dans les commentaires, bon déjà, on vous remercie pour vos commentaires, ça nous aide aussi à nous positionner par rapport à potentiellement ce que vous attendez et par rapport à vos retours sur notre manière de nous exprimer, sur les petits détails qui peuvent être agaçants ou au contraire sympas à écouter. Dans un des commentaires, quelqu'un a mentionné le fait que ce qui nous différenciait du règne animal, c'était la parole. Et je tenais à revenir dessus simplement parce que, effectivement, nous avons un langage différent de celui des animaux, mais je pense que potentiellement la parole nous différencie du règne animal, ok, mais s'il y a que ça, finalement, c'est quand même un problème. En ce qui me concerne, je dirais que ce qui nous sépare véritablement du monde animal, c'est le degré d'évolution de la conscience. Alors, on n'en est pas séparé de beaucoup, hein. Bon, effectivement. Enfin, bon après, c'est ce qu'on dit, hein. Oui, ça viendra. Bon, en fait, on profite simplement de ce moment de podcast sur les commentaires pour pouvoir aussi mentionner ça, parce que c'est vrai que les commentaires sont parfois... On peut pas forcément avoir de grandes discussions philosophiques avec tout le monde sur chaque aspect qui voudrait être abordé ou pas. Donc là, c'est l'occasion de le mentionner. Voilà. Et voilà, occasion saisie. Et bien cette fois, il est l'occasion de nous séparer. Non. C'est déjà... Non. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on est bien entre amis quand même. Entre amis? Moi, c'est Isaac. Ouais, c'était Théa, enchanté. Allez les amis, nous vous souhaitons une excellente semaine, portez-vous bien et nous vous donnons rendez-vous, comme d'habitude, un lundi prochain. À lundi, bye bye.